L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, chapitre 1, euh, partie 4. L'art subtil de s'en foutre. Donc, à entendre conjuguer le verbe s'en foutre, les gens se figurent pour la plupart une sereine indifférence, une zénitude à toute épreuve. Ils se représentent, avec une pointe d'envie, une personne inébranlable et qui nul ne fait perdre ses moyens et que rien n'atteint vraiment. Il existe un terme pour désigner un tel individu, imperméable aux émotions, et qui ne percevrait pas le sens des situations, psychopathe. Ça laisse songeur. Alors, qu'est-ce que ça recouvre au juste s'en foutre? Je te propose les trois subtilités suivantes. Elles devront éclairer ta lanterne. Subtilité numéro 1. S'en foutre ne signifie pas être indifférent, mais être à l'aise avec le sentiment d'être différent. Soyons clairs, les gens indifférents ne sont pas spécialement admirables ni particulièrement sur d'eux. Ce sont les mêmes branleurs que tu retrouves partout, les mêmes crevards. Ils feignent l'indifférence précisément parce qu'ils se mettent martel en tête pour des tas de motifs futiles. Ils se soucient de ce que tout le monde va penser de leur brushing, par exemple. Du coup, ils se dispensent de se laver la tête et se coiffent avec leurs 10 doigts. Ils se préoccupent de la manière dont leur entourage va juger leurs idées, alors ils se dissimulent derrière leur sarcasme. L'empathie à leur égard leur fiche la trouille, donc ils jouent les hypersensibles et les incompris. Leurs problèmes, de toute façon, personne ne peut les comprendre. Les gens indifférents ont en fait une peur bleue de leur environnement et des répercussions de leurs choix. Ils n'opèrent donc aucun choix important, se réfugiant dans une zone grise, aseptisée, où ils s'apitoient complaisamment sur leur propre sort, se dispensant de l'activité tellement chronophage, énergivore et contrariante qu'on appelle vivre. C'est qu'ils passent à côté d'une vérité incontournable de la vie. En fait, s'en foutre n'existe pas. Tu es obligé de t'en faire pour quelque chose. C'est de l'ordre de la biologie, de toujours tenir à quelque chose à minima. Nul ne s'en fout complètement de tout. Alors question, à quoi choisissons-nous de tenir? S'agit-il seulement d'un choix? Et comment nous foutre de ce qui ne compte pas au final? Ma mère vient de se faire taxer une somme d'argent aux rondelettes par un ami proche. Si ça m'avait laissé indifférent, j'aurais haussé les épaules et ça me serait sorti de la tête l'instant après. J'en étais au contraire furibard. Je lui ai dit: Putain, mais quel connard ce type! Consultant un avocat qui va lui faire sa fête à ce salaud. Pourquoi? Parce que peu importe ce que ça coûtera, j'en ai rien à cirer. Je vais pas le lâcher ce voleur. Pas de meilleure illustration de la première subtilité du rien à foutre. Quand on dit hey, regarde un peu Mark Manson, il s'en fout pas mal. Ça ne veut pas dire que Mark Manson se fout de tout. Ça signifie au contraire que Mark Manson n'en a rien à carrer des connards qui lui mettent des bâtons dans les roues, qui n'en a rien à secouer de leur cause du tort pourvu qu'ils soient en mesure de mener à bien ce qu'ils jugent important de faire. Disons-le tout net, Mark Manson est le genre d'auteur à parler de lui à la troisième personne quand ça lui semble cohérent, rien à battre. Sa force, l'admiration en a un sens. Pas moi, ça va sans dire. Le fait de surmonter l'adversité, d'assumer sa différence, d'endosser s'il le faut le rôle de pestiférer tout ça au nom de ses valeurs perso. Oser regarder l'échec dans les yeux sans ciller, le tutoyer et lui lancer à la figure: Je t'emmerde. Se cogner des obstacles qu'on rencontre, se foutre de se ramasser par moments, de se dire c'est la honte, rigoler de tout ça et aller au bout de ce en quoi on croit, quoi qu'il arrive. Parce qu'on adhère à cette démarche. Celles et ceux qui adoptent cette attitude savent que ça dépasse leur petite personne, leur ressenti, leur amour-propre, leur ego. Ils opposent un rien à foutre. Pas à tout, bien entendu, mais à tout ce qu'ils jugent sans importance. Ils réservent leurs efforts à ce qui compte vraiment à leurs yeux. Les amis, la famille, leur raison de vivre, les burritos, et un petit procès ou deux par-ci par-là. Et parce qu'ils se mobilisent uniquement pour des trucs qui en valent la peine, les autres prêtent attention à eux.
En voilà une autre de sacrée vérité, justement. Tu ne peux pas être, aux yeux de certains, quelqu'un d'important, quelqu'un qui éveille les consciences sans te faire charrier par d'autres que du même coup tu déranges. Impossible. Parce que l'absence d'adversité, ça n'existe nulle part. Ça n'existe juste pas. Où que tu ailles, tu es là, dit le dicton. Il en va de même de l'adversité et de l'échec. Où que tu ailles, il y a des emmerdes qui t'attendent. Et c'est génial. Le truc, ce n'est pas de les finir, de les fuir. C'est d'identifier les emmerdes motrices, celles qui t'insufflent l'envie de foncer. Subtilité numéro 2. Pour se foutre de l'adversité, il faut donner de l'importance à quelque chose de plus important que l'adversité. Imagine-toi que tu es en train de faire tes courses à la supérette du coin. Tu aperçois une vieille dame qui hurle après la caissière, lui reprochant de ne pas accepter son bon de réduction de 30 centimes. Pourquoi un tel foin pour 30 centimes? Je vais te le dire. Il a fort à parier que cette dame n'a rien de mieux à faire de ses journées que de découper des bons de réduction. Elle est âgée et isolée. Ses trous du cul d'enfant ne lui rendent jamais visite. Ça fait 30 ans qu'elle n'a pas vu le loup, et j'en passe. Sa caisse de retraite est au bord du dépôt de bilan. Elle va probablement casser sa pipe avec des couches en se croyant au pays des bisounours. Alors, elle collectionne des campons, coupons. C'est tout ce qui lui reste. Et elle et ses fichus coupons. Tout ce à quoi elle tient, à défaut d'autre chose. Alors quand une gamine boutonneuse de 17 ans refuse d'accepter l'un de ses coupons, elle défend l'intégrité de sa caisse enregistreuse comme les croisés défendaient la Saint-Sépulcre. Tu peux être sûr que mamie va lui exploser à la figure au cri de «À mon époque!» et «Les gens montraient davantage de respect!» Le problème avec les gens qui débitent de la connerie en bar, comme un distributeur de biscuits chocolatés, c'est qu'ils n'ont rien d'autre de plus intéressant à foutre. Si tu te trouves à te faire des cheveux blancs, pour une foultitude de trucs dépourvus d'intérêt, la nouvelle photo de profil Facebook de ton ex, la vitesse à laquelle les piles de la télécommande se vident, ou la bonne affaire que tu as loupée en te disant quand même, je pouvais avoir 2 flacons de liquide vaisselle pour le prix d'un seul, quoi. C'est bien la preuve qu'il ne se passe décidément pas grand-chose de fun dans ta vie. Et là, c'est uniquement toi qui ça regarde. Le produit vaisselle et la télécommande n'y sont strictement pour rien. Un jour, j'ai entendu un artiste affirmer que quand quelqu'un n'a pas de problème, son esprit trouve automatiquement le moyen d'en inventer. Je suis d'avis que ce sont ce que les gens dans leur majorité, surtout la classe moyenne blanche et éduquée et plutôt bien lotie, rangent dans la catégorie des problèmes existentiels, découlent comme autant d'effets secondaires du fait qu'on se trouve déchargé de trucs bigrement plus importants. Conclusion. Identifier ce qu'il y a de l'importance et fait sens à tes yeux est sans doute le meilleur usage que tu peux avoir de ton temps et de ton énergie. Parce qu'à défaut, le risque est grand de galérer pour des choses qui n'en valent pas la peine. Subtilité numéro 3. Que tu t'en rendes compte ou pas, tu choisis toujours de tenir un truc plutôt qu'un autre. L'être humain ne naît pas en s'en foutant, mais en s'empoisonnant la vie par des tas de machins. Tu n'as jamais vu un gamin pleurer dans son oreiller parce que son bonnet n'est pas du bleu qu'il voulait. Oui, tu as raison, on ne lui demande pas son avis, il n'a qu'à la boucler. Quand tu es jeune, tout est à découvrir, et tout te semble méga important. Alors, tu te fais la bile pour tout et pour tout le monde. Tu te soucies de ce que les autres racontent à ton sujet. Tu ne dors plus dans l'attente d'un appel de la femme plutôt mignonne croisée lors d'une boum. Tu te marmonnes en songeant que tes chaussettes pourraient ne pas être assorties. Avec l'âge, bardé de ta précieuse expérience, et avec le recul du temps, tu commences à remarquer que ce genre de bricole n'a pas vraiment d'impact dans ta vie. Tous ces gens, dont les opinions comptaient tellement pour toi, ont disparu des écrans radars. Les blessures narcissiques, cuisantes sur le moment, ont fini par cicatriser. Tu réalises à quel point les gens se balancent de tous ces détails insignifiants te concernant, et de ton côté, tu cesses de faire des fixettes. Ça devient en fait plus sélectif, et tu ne retiens plus que ce quoi tu tiens le plus.
est ce qu'on appelle la maturité. Et c'est tout ce qu'il y a d'agréable. Tu devrais essayer à l'occasion. La maturité, c'est ce qui se produit quand tu as appris à tenir seulement à ce qui en vaut la peine. Comme le disait, comme le disait Bunk Moreland au détective McNally dans la série The Weir, oui, je l'ai téléchargé, personne n'est parfait. C'est ce qui t'arrive quand tu t'occupes d'un truc et que c'était pas ton tour de t'en occuper. À l'approche de la cinquantaine, quelque chose d'autre se met à changer. Si ton énergie décline, ton identité, elle, se consolide. Tu sais en principe qui tu es et tu t'acceptes tel quel, y compris dans les aspects de toi les moins reluisants. Et aussi bizarre que ça puisse sembler, c'est libérateur. Tu ne ressens plus le besoin de monter sur tes grands chevaux pour un oui ou pour un non. La vie est juste ce qu'elle est. Tu la reçois dans ce qu'elle a de génial et aussi de moins fun. Tu as compris que tu ne découvriras jamais le traitement miracle du cancer, tu n'iras jamais sur la lune et tu ne peloteras pas non plus les nibards de Jennifer Aniston. Et après, la vie continue. Tu consacres à présent ton énergie exclusivement à ce qui te branche vraiment, ta famille, tes meilleurs potes, ton sport de prédilection. Et à ton grand étonnement, ça te suffit. Te simplifier la vie contribue à faire de toi quelqu'un d'heureux, vraiment. Et l'idée te vient que cet alcoolo barré de Bukowski n'était peut-être pas si taré pour ça. Essaye.